Bonjour, chers amis, chers abonnés, tous ceux qui s'intéressent aux questions de politique et de développement durable en Afrique, de santé, d'environnement, de genre. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas échangé. Je faisais une petite pause. Moi, j'aime bien faire des petites pauses comme ça pour me ressourcer parce que je ne parle que pour aller à l'essentiel. Quand j'ai des choses utiles, importantes, intéressantes à dire. Autrement, je fais mes recherches, je suis tranquillement chez moi avec mes enfants. Voilà quoi, une vie simple. Donc, mais je continue à peaufiner quand même le jeu Lead Up Green. Vous aurez des nouvelles bientôt. Et ce que je peux vous dire au sujet de ce jeu, comme je l'avais dit, il est destiné aux leaders politiques. Vous aurez l'impression d'être dans le jeu. C'est vraiment intuitif, c'est une immersion quasiment. Et en tant qu'écrivaine, j'ai l'habitude de peaufiner des personnages. Et ce jeu, j'ai voulu que les personnages ne soient pas vides, ils ne soient pas creux. Je vais vous parler un peu des personnages du jeu. Il y a le stratège, il y a le charismatique, qui est issu d'un milieu modeste, qui est un grand orateur, qui est boulimique du pouvoir. Le stratège aime la puissance militaire et il aime aussi le pouvoir aussi, un peu comme le charismatique. Il y a le financier qui est un peu le pourri, mais il s'assume. C'est-à-dire c'est un homme d'affaires, lui il aime l'argent, il aime se faire de l'argent. Il n'est pas très intéressé par les causes sociales. Il y a l'idéaliste qui est un peu un utopiste, qui est souvent un grand intellectuel ou bien un homme qui a été reconnu, qui a reçu un prix, qui a une reconnaissance, un prix donc, pour son engagement pour l'humain, ou alors il est dans l'associatif, dans le domaine des ONG. L'idéaliste peut s'allier avec le charismatique, le stratège peut s'allier avec le financier. Je n'en dis pas plus. Donc pour revenir à nos petites vidéos comme ça pour échanger, vous savez, moi mon activité à Métis Conseil vise à conseiller des décideurs politiques sur des modèles de gouvernance qui sont adaptés à la modernité, mais aussi ancrés dans nos repères africains. Parce que je suis attachée à ma culture malienne, je suis attachée aussi à la Côte d'Ivoire qui est mon pays d'adoption. C'est un peu comme si on demandait à un enfant, tu aimes ta mère biologique ou bien ta mère adoptive. Évidemment, il aime les deux. Donc j'aime la culture africaine, ça se voit dans tous mes livres, ça se voit dans toutes mes prises de position. Et j'ai pensé à la démocratie, parce que c'est d'actualité aujourd'hui. Beaucoup de panafricanistes aujourd'hui disent que eux, ils ont institué ce modèle parce qu'ils sont contre le modèle qui est la démocratie qui selon eux est importé de l'Occident. Alors que la démocratie existait en Afrique au XIIIe siècle, la démocratie participative existait en Afrique avant d'autres cultures depuis le XIIIe siècle, c'est-à-dire le Moyen Âge. Dans l'empire du Manding, qui est le plus grand empire d'Afrique noire, qui était situé en Afrique de l'Ouest, dont le cœur même était au Mali, la capitale c'était Niani, dans le Mandé. Et j'ai beaucoup parlé de cette culture dans mes écrits. Donc, dans cet empire-là, il y a l'empereur que les griots mandingues assimilent à Alexandre le Grand par sa puissance militaire et puis c'est un stratège. Oui, je peux l'allier au stratège parce que c'était pas un homme d'argent. Je peux le faire l'assimiler au stratège, mais c'était un homme qui avait une éthique. Donc, en même temps, je dirais qu'il était charismatique et il a rendu son pays prospère. Je peux dire il était à la fois stratège, charismatique, idéaliste et puis financier, mais en tout cas pas pourri. Et Sundiata Keita, donc, est cet empereur noir que les conteurs noirs, les historiens noirs assimilent à Alexandre le Grand par sa puissance, sa grandeur, ses réalisations. Il a constitué ce grand empire-là qui reposait sur des fondamentaux. D'abord, il y a la charte de Kourouga Fouga. C'est l'une des plus vieilles chartes des droits universels, l'un des plus vieux textes universels concernant les droits de l'homme, puisque donc c'était un empire médiéval au XIIIe siècle, au Moyen-Âge. Et la plus ancienne avant cette charte de Kourouga Fouga, c'est la Magna Carta en Angleterre. Donc la charte de Kourouga Fouga existait avant la Déclaration des droits de l'homme de Paris. Et ce sont des Maliens, des Maliens, pas seulement des Maliens, ce sont des Mandékas, ça veut dire des ressortissants de cet empire. Et c'est Sundiata Keita qui a promulgué cette charte qui repose sur des droits comme l'abolition de l'esclavage ou les droits de l'esclave. Les historiens ne sont pas d'accord sur ce point, qui repose sur les droits des femmes, la participation des femmes à la gouvernance, qui repose sur la bonne gestion des rapports entre les individus, la division de la société en tribus, chacun a sa fonction en fonction de son patronyme, et qui repose sur des valeurs humanistes de justice sociale,
Voilà, et aussi de libéralisme, parce que je dirais que ce monsieur-là, c'était un libéraliste, c'était un social-libéral, parce qu'il a dit que chacun fasse le métier qu'il veut faire et que cela soit associé à la prospérité du royaume. Donc il y a cette idée de création de richesse, de liberté d'entreprendre, mais aussi de justice sociale, parce qu'il veut une redistribution des richesses. Personne n'a le pouvoir, ne s'accapare le pouvoir ou les richesses au détriment de l'autre. Chacun a sa fonction, tout est bien réglé, bien millimétré, bien chronométré. Donc Sundiata Keita a promulgué la charte qu'on appelle la charte de Kourouga Fouga, dont je suis fière, dont j'ai beaucoup parlé sur ma page Facebook, dans mes écrits. Tout le monde, dès qu'on me voit, dit hey, Aïcha, toujours la charte de Kourouga Fouga, vous les Maliens. Là. Je dis non, les Maliens même ne connaissent pas la charte de Kourouga Fouga, ils ne connaissent pas leur culture. Ils ne prennent pas les aspects positifs, c'est-à-dire que les gens du Sahel qui parlent beaucoup de panafricanisme aujourd'hui, les aspects positifs de notre culture, on les utilise pas. Mais on se prévaut, on se drape dans cette complexe de supériorité alors qu'on ne connaît pas l'essence, le fond même. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, connais-toi toi-même. On ne connaît pas l'essence de notre culture. Donc pour revenir à la démocratie, Sundiata Keita a instauré un système basé sur le devoir de rendre compte, un système de gouvernance. C'est-à-dire c'était un État décentralisé. Et il y avait la communication, c'était basé sur la communication et vraiment l'interaction entre les administrés et les dirigeants. D'abord, c'est à la plus petite échelle, les membres de la famille rendaient des comptes au chef de famille. Le chef de famille rendait des comptes au chef de quartier. Le chef de quartier rendait des comptes au chef de province. Les chefs de province étaient un peu comme des ministres parce que c'était une fédération. Ils rendaient des comptes au vizir qui est le premier ministre et il y avait un conseil des ministres présidé par l'empereur et le vizir lui-même rendait des comptes à l'empereur. Mais ce qui est bien, c'est que chaque citoyen pouvait interpeller l'empereur sur les actions, les faits d'un ministre, d'un chef de province ou même du vizir lui-même. Donc vous avez vu ce devoir de rendre compte, cette transparence, cette participation des citoyens dans la gestion de la chose publique qui faisait qu'ils se sentaient impliqués et les politiques étaient appliquées parce que les citoyens se sentaient impliqués. C'était une démocratie participative. Donc plutôt que d'accuser les autres de vouloir nous imposer un modèle que nous-mêmes nous avons peut-être inventé, nous devons nous inspirer de celui-ci et l'adapter à la modernité. En Afrique, la vie est basée sur le social, même dans le mandingue, mais le social, ce n'est pas la fête, c'est pas faire la fête comme les gens pensent, s'asseoir au clair de lune, s'asseoir au bord de la rivière, chanter. Non, c'est comment organiser la vie sociale en fonction des exigences du quotidien. Par exemple, le patronyme est associé à la fonction. Quand tu as tel nom, tu es agriculteur, quand tu as... C'est-à-dire la vie même sociale même était organisée, le travail était organisé en fonction du social, tout était, la guerre était organisée en fonction du social, mais la vie culturelle était organisée en fonction du social. Donc c'était un espace bien structuré. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui au sujet de la démocratie participative et réfléchissons à la manière dont nous pouvons nous inspirer pour l'adapter à la modernité.